Quand on pense à la monarchie élective, bien évidemment, on pense à quelqu'un comme Macron. Les événements historiques sont souvent représentés par un grand homme qui a comme mené le peuple à faire quelque chose d'extraordinaire. Mais le peuple, lui, il est un figurant ou il est une sorte de masse indistincte. Et donc, on est en déficit d'imagination et de compréhension de comment ça pourrait fonctionner autrement. Et on est en déficit de compréhension de notre propre potentiel politique collectif. Ils n'ont pas changé le système et donc ils ont réussi à faire croire que le régime parlementaire, le régime électoral, en fait, c'est de la démocratie, en faisant croire, en fait, au peuple, ou en tout cas à une partie du peuple, que simplement voter pour se doter de gouvernants, pour mettre des gens au pouvoir, c'est ça la démocratie, ce qui est évidemment un non-sens. Les mots sont importants. Si les mots n'étaient pas importants, les plus puissants du monde ne parleraient pas, alors qu'ils parlent tout le temps. Les gens, en 2025, en moyenne, consacrent beaucoup plus d'heures de leur vie, beaucoup plus de temps au travail que des paysans au Moyen Âge, par exemple. En fait, bien des pauvres expliquent très candidement pourquoi ils ne votent pas. Ils disent « parce qu'il n'y a jamais rien pour nous ». Pourquoi on voterait? Pourquoi on s'intéresserait à ça? Pourquoi on mettrait nos espoirs dans tel ou tel politicien? Les élections, ça donne toujours la même chose. Nous, on est toujours dans la même misère. Francis Dupuy-Derry, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très heureux de vous recevoir donc, sur la chaîne YouTube du média Élucide. Alors, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes un grand spécialiste des questions de démocratie, d'anarchisme, de répression policière et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les mouvements sociaux et la démocratie, dont Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France, La peur du peuple, agoraphobie et agoraphilie politique, ou encore Nous n'irons plus aux urnes. Pour commencer, c'est vrai que ça a l'air d'être un acquis absolu de dire qu'en France, on vit en démocratie, et ceux qui remettent ce point, cet argument en question, sont vite marginalisés. Oui. Alors, on va évidemment démontrer méthodiquement dans cette interview à quel point c'est une fraude et qu'elle est bien construite. Mais pour commencer, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on a toujours loué les mérites de la démocratie? Alors non, justement, et c'était ça un peu disons, la piste sur laquelle je me suis lancé, un peu l'énigme, en fait, à laquelle j'ai essayé de répondre. Vous avez parlé de la France. Je me suis questionné aussi sur les États-Unis, mais pour le faire très rapidement, ça ne sera pas le sujet de la discussion nécessairement, mais moi, je viens du Canada. Et le Canada, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est encore une monarchie constitutionnelle. En fait, je suis sujet du roi d'Angleterre, qui est notre chef d'État, Charles III, que je salue ici. Et après avoir été longtemps sujet d'Élisabeth II. Et donc, c'est une monarchie constitutionnelle. Et le Canada est un pays très conservateur. Il n'y a eu ni guerre d'indépendance comme dans les colonies britanniques, ce qui a donné les États-Unis, ni révolution républicaine. Et donc, du Canada, on peut se demander encore plus, disons, avec encore plus de perplexité, pourquoi nous, au Canada, on dit on est une grande démocratie, le Canada se considère comme un modèle démocratique pour les autres pays. Et je me dis, mais comment on peut être une démocratie alors qu'on a encore une monarchie et qu'il n'y a pas eu ni indépendance ni révolution? Et donc, en France, pour la France et pour les États-Unis, ce qui m'a mis la puce à l'oreille ou qui m'a questionné, en fait, qui m'apparaissait comme une énigme, c'était de replonger dans les textes d'archives ou à travers des études d'historiens et d'historiennes qui avaient travaillé sur la question. Blandine Laniel, par exemple, pour les États-Unis, Pierre Rosanvallon aussi, qui est politiste pour la France, et donc les textes d'archives aussi, les discours, les lettres personnelles, les journaux, il y a plein de documents sur la France et les États-Unis, et de voir en fait que ceux qu'on appelle les pères fondateurs, je dis pères fondateurs parce que c'était vraiment des hommes au niveau institutionnel, au niveau de la prise de pouvoir, au 18e siècle, jamais ils ne disaient le mot démocratie avec sympathie, avec admiration. Ils ne se présentaient pas comme démocrates. Et les rares fois, parce qu'en fait, le mot était très peu utilisé pendant la guerre d'indépendance qui a mené à la création des États-Unis d'Amérique ou la Révolution française, quand le mot était utilisé, c'était presque toujours péjoratif. C'était presque toujours les autres qui sont des démocrates, et c'était pour miner leur crédibilité, pour les présenter comme des acteurs politiques irrationnels, irresponsables, dangereux, chaotiques,
les pauvres, c'était le pouvoir, le pouvoir des pauvres, la tyrannie des pauvres. Et donc, en fait, l'énigme, c'est comment est-ce qu'on arrive 200, 300 ans plus tard à une sorte de consensus où tout le monde considère, ou à peu près tout le monde, disons, considère que la France, les États-Unis, le Canada sont des démocraties et se vantent d'être démocrates et veulent défendre la démocratie. Mais pourquoi est-ce que les élites ont toujours eu tellement peur de la démocratie? Alors, la démocratie, on précise là, ici, pour juste clarifier de ce dont on parle. Donc, la démocratie dont il est question, et quand il disait avoir peur ou mépriser ou détester la démocratie, ou dire que la démocratie, c'est un régime tyrannique, sanglant et cruel, comme disait John Adams, le deuxième président des États-Unis, euh, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie directe. Donc, c'est quand le peuple est assemblé, prend ses décisions, qu'il n'y a pas de dirigeants, qu'il n'y a pas d'élection pour voter pour un parlement, par exemple. Et cette élite avait peur de la démocratie pour plusieurs raisons. Mais premièrement, parce que ça menaçait leur pouvoir à eux. Donc, en fait, les gens dont je viens de parler, c'est en fait des gens qui avaient déjà des places privilégiées, qui constituaient déjà une élite dans les institutions, même sous la monarchie. Il y avait des assemblées, des États généraux en France, il y avait des assemblées coloniales et il y avait un parlement en Angleterre, c'était le House of Commons. Et donc, ces gens-là, même si on n'était pas encore dans un régime parlementaire, il y avait quand même des gens qui avaient des statuts, des hommes, en fait, qui avaient des statuts privilégiés dans le système. Et donc, si on réorganisait complètement la société sous la forme d'une démocratie directe où le peuple pouvait se gouverner directement, ben hop, ils se retrouvaient au chômage. Donc, nécessairement, ça ne les intéressait pas. Et puis, en plus, ils avaient cette prétention, cette préoccupation de dire il faut avoir, disons, un certain niveau de culture, d'intelligence supérieure pour comprendre le bien commun, pour gouverner le peuple, même pour son bien. Et le peuple, lui, donc le cordonnier, le ferblantier, le tavernier, le berger, ce sont des êtres ignorants de la chose publique, ignorants du bien commun. Ils sont en manque d'intelligence politique. Ce sont des individus irrationnels du point de vue politique. On ne peut pas leur faire confiance. Et en plus, un des problèmes dans nos sociétés, comme vous avez sûrement remarqué, c'est que la majorité, donc la démocratie, c'est l'idée aussi que la majorité l'emporte. Et vous avez probablement remarqué que dans nos sociétés, en fait, la majorité, les pauvres sont majoritaires et les riches sont minoritaires. Peut-être que ça serait mieux si la vie était faite à l'inverse, mais c'est comme ça. Et, euh, et les riches ont cette vilaine habitude de se méfier des pauvres en disant que les pauvres sont jaloux des riches. Et donc, évidemment, dans ce système, ils se disaient, ben, si en fait on a une réelle démocratie, une démocratie directe, la majorité va aller aux pauvres. Et une des premières choses qu'ils vont faire, évidemment, c'est de voter des lois contre les riches ou des lois égalitaires. Et ça, ils ne le voulaient pas non plus. On se rappelle, hein, dans les Révolution française, Révolution américaine, le principe de la propriété privée, c'est un principe très important dans la Constitution. Mais alors, pourquoi et comment est-ce qu'il y a eu un basculement? Puisque, aujourd'hui, quasiment tout le monde se dit démocrate Absolument. et on n'imagine pas un candidat à des élections faire campagne en disant: «Attention, moi je ne suis pas démocrate». Ce serait Alors très étonnant. qu'avant c'était donc le contraire. Alors Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais essayer de le faire rapidement, et je vais commencer par les États-Unis si ça vous va, parce que ça se passe aux États-Unis à peu près 10-12 ans, 10-15 ans avant la France. Et donc, on est en 1830, il y a des élections présidentielles et il y a 4-5 candidats, dont un homme qui s'appelle Andrew Jackson, qui a été un officier supérieur de l'armée américaine, qui a massacré des Autochtones, des fameuses guerres indiennes. Et c'était une manière à l'époque de se rendre célèbre, en tout cas pour les personnes qui n'étaient pas autochtones, en tout cas. Et il était considéré un peu comme un outsider, donc quelqu'un qui ne venait pas de l'élite de Washington, de l'élite politicienne, un peu un self-made man. Il s'était fait lui-même, il était courageux, il avait réalisé des exploits personnels. Et donc, il se présente une première fois en campagne électorale pour devenir président des États-Unis. Les 5 candidats se disent républicains, et dont lui, et il perd. Et il prend quelques années pour réfléchir à sa stratégie politique et il se représente à la campagne électorale présidentielle suivante et avec son équipe de conseillers politiques. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui du marketing politique, hein, c'est marketing électoral. Il y a des équipes, il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Euh, on se convainc à ce moment-là, autour de Jackson, de dire on va utiliser le mot démocratie et on va se présenter comme démocrate et ça va séduire en fait une grande partie de l'électorat qui a un esprit plus égalitaire. Donc on pense par exemple aux petits paysans indépendants du Midwest américain, aux travailleurs aussi dans les grandes villes
dans les grands centres urbains, portuaires, Boston, New York et tout. Et à l'époque, Andrew Jackson mélange ce discours pro-démocratique qui laisse penser qu'il est là pour défendre les intérêts du peuple. Il mélange ce discours à un message anti-aristocratique. Il combat deux aristocraties. L'aristocratie de Washington, donc l'establishment des politiciens de Washington, dont il ne fait pas partie, et l'aristocratie financière et économique, donc les grands banquiers et les grands entrepreneurs là, de ce qui commence à être un capitalisme urbain à Boston, Chicago et tout. Et il gagne. Il gagne les élections sous la bannière d'une campagne démocratique. Et dans les années qui suivent, presque instantanément, en fait, à l'époque même, il n'y a pas besoin d'une thèse de doctorat pour comprendre ce qui s'est passé, parce qu'en fait, on n'a qu'à lire les journaux de l'époque. Les journaux disent qu'il a gagné grâce à ce mot qu'il a réussi à resignifier, redéfinir. Et en quelques années, on a des campagnes électorales aux États-Unis où tous les candidats se disent démocrates. Et même dans les journaux, ils s'obstinent, ils se critiquent, ils s'insultent les uns les autres en disant « Vous avez volé le mot démocrate, c'est moi qui est le vrai démocrate, vous n'avez pas le droit de vous dire démocrate, moi je suis démocrate. » Et tout le monde se dit démocrate et démocratique. Et à partir de là, c'est fait. Mais c'est vraiment une stratégie électorale qui implique aucun changement organisationnel. Le peuple n'a pas plus de pouvoir, mais maintenant, on est dans une démocratie. Alors, quel est le sens du mot démocratie aujourd'hui pour nos dirigeants? Alors, à ce moment-là, déjà, c'est ça, comme je viens de dire, donc ils n'ont pas changé le système, et donc ils ont réussi à faire croire que le régime parlementaire, le régime électoral, en fait, pour le dire plus précisément, le régime électoral, c'est de la démocratie, en faisant croire, en fait, au peuple, ou en tout cas à une partie du peuple, que simplement voter pour se doter de gouvernants, pour mettre des gens au pouvoir, c'est ça la démocratie, ce qui est évidemment un non-sens. Pour faire un peu de philosophie politique, si je peux me permettre, dans l'histoire de la philosophie politique, des philosophes comme Montesquieu, Rousseau et d'autres avaient un nom beaucoup plus précis pour parler de ce type de régime. Ils disaient c'est une aristocratie élective. Rousseau dit il y a différents types d'aristocratie. Il y a l'aristocratie héréditaire, qui est peut-être celle à laquelle on pense d'habitude, c'est-à-dire les nobles au Moyen Âge. Par exemple, on est duc de père en fils, par exemple, ou marquis de père en fils, et on se passe le titre dans sa famille. Mais Rousseau disait, il y a quelques systèmes, il pensait entre autres à des cités en Italie ou en Suisse, il disait, il y a quelques cités où en fait la population élit un conseil, un petit groupe d'individus, et Rousseau disait, ça c'est une aristocratie élective. Parce que pour Rousseau, Montesquieu et bien d'autres, en fait, une démocratie, c'est quand le peuple gouverne réellement. Si vous votez pour des gens qui vont vous gouverner, ben en fait, vous n'êtes pas en démocratie. Et c'est ce que pensaient les pères fondateurs. Mais eux, ils étaient d'accord avec l'aristocratie élective, évidemment. Ils ne se disaient pas des aristocrates, c'était pas très, c'était pas très sympathique, mais c'est ce qu'ils sont, c'est des aristocrates. C'est une aristocratie élective, et j'irais même plus loin en termes institutionnels. Les fameux parlements, en fait, qui viennent en fait du Moyen Âge, étaient composés en fait de seigneurs, de grands, des archiducs, des archevêques, des ducs, des marquis, etc. Donc c'était l'aristocratie qui était dans les parlements à l'époque, dans le système féodal. Ces parlements ont continué, se sont développés, ont pris de plus en plus de pouvoir et d'influence dans notre système politique, l'Assemblée nationale, la Chambre des communes en Angleterre, au Canada, etc., le Congrès aux États-Unis. Et en fait, les députés qu'on a aujourd'hui, en fait, ce sont les héritiers des aristocrates, des nobles qui siégeaient dans les premiers parlements. C'est juste qu'ils ont remplacé la cotte de maille par le veston-cravate. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Et est-ce qu'il y a d'autres mots comme démocratie qui ont été manipulés au cours de l'histoire, qui ont été vidés de leur substance et dont on devrait se méfier? George Orwell dit qu'il faut toujours se méfier des mots en politique. Mais oui, les mots en politique ont une grande élasticité, mais ça peut aller dans plusieurs sens. Je donnerais par exemple le terme, là c'est complètement dans un autre registre, évidemment, mais le mot féministe, par exemple, il y a eu de gros combats de signification autour du mot féministe qui a été longtemps péjoratif. Pour certaines personnes, c'est encore péjoratif, mais les féministes elles-mêmes se sont réappropriées le terme pour en faire une bannière. Le mot punk, les punks, en anglais, punk, ça veut dire voyou,
Et vous connaissez le mouvement punk, ben, les punks, en fait, étaient fiers de se dire punk, ils étaient fiers de se dire voyou. Donc, c'est des moments où les termes changent. Et puis, pour revenir à la question de la démocratie, euh, vous avez eu, ça remonte un peu à quelques décennies maintenant, mais pendant la guerre froide, par exemple, on avait un monde bipolaire, donc le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, le bloc soviétique, le bloc libéral. Mais si vous vous rappelez, en fait, les deux blocs se disaient démocrates. Il y avait la démocratie libérale, c'était le bloc de l'Ouest, et Staline et Moscou disaient « nous sommes des démocraties populaires ». C'était leur manière de nommer les régimes soviétiques. Ils disaient « c'est de la démocratie populaire ». Il y a des mots comme liberté, république, qu'on entend aussi Oui, souvent ben, revenir. absolument, tout à fait. Liberté, très certainement. Liberté, de toute façon, qui est contre la liberté aujourd'hui? Le marché, les capitalistes sont pour la liberté. L'extrême droite est pour la liberté. L'extrême gauche est pour la liberté. Les anarchistes sont pour la liberté. Les anticapitalistes. Donc oui, le mot liberté, c'est même, un terme de marketing. Là. Vous avez des publicités de voitures. C'est la liberté qu'on vous offre. Hein. C'est pas autre chose, évidemment. Alors venons au cœur je dirais du problème. Est-ce qu'un système représentatif, donc un système où on va élire des parlementaires qui vont voter la loi, donc est-ce qu'un régime représentatif comme ça, est-ce qu'il peut être démocratique? Alors, moi, puisque je suis un peu puriste, comme vous vous en doutez sans doute avec ce que je viens de dire en introduction, non. Moi, je tiens au sens originel, disons, du mot démocratie. Et donc, déjà, moi, quand je parle de nos régimes, je n'utilise pas ce terme-là. Après ça, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, évidemment. Mais moi, j'utilise le terme soit régime parlementaire ou régime électoral. Régime électoral, je trouve, c'est beaucoup plus précis. J'utilise même pas le terme représentatif parce qu'en fait, en termes de représentation, c'est un miroir vraiment très déformant. Et donc, en fait, nos institutions parlementaires ne sont pas très représentatives dans le sens où elles ne sont pas un miroir de la société. Déjà, si elles étaient un miroir de la société, au Parlement, on aurait des chômeurs. Mais on n'a pas de chômeurs puisqu'ils ont un métier, ils sont députés. Et évidemment, la structure socio-économique, socio-professionnelle des députés et leurs origines socio-économiques et socio-professionnelles est totalement déformée par rapport à l'ensemble de la population. Et donc, il y a des propositions, il y a même des expériences qui sont faites pour avoir un système, ou en tout cas des processus ou des procédures beaucoup plus représentatives. Et une des propositions qui est faite, par exemple, c'est le tirage au sort. Donc, il y a eu ça, si je ne me trompe pas, ici, avec c'était quoi, le grand débat après les Gilets jaunes, si je me rappelle bien, où Macron avait promis d'écouter le peuple français, je pense. Bon, il a un peu oublié sa promesse, si je me rappelle bien, après, mais on avait tiré au sort des gens. Et ça il y a eu il y a eu des expériences en Californie, il y a eu des expériences en Colombie-Britannique, au Canada, il y a eu des expériences en Scandinavie là-dessus sur des questions précises, la réforme du système de santé ou les reconnaissances et entamer des dialogues de réconciliation avec les Autochtones, par exemple, en Amérique du Nord, bon, sur certains sujets. Et le tirage au sort fait que, en fait, votre groupe décisionnel, ou en tout cas de consultants, ou qui va suggérer des politiques publiques, est beaucoup plus représentatif de la population, parce que là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le panel ou le mini-public, vous pouvez avoir une infirmière, vous pouvez avoir un livreur, un chauffeur de taxi, un chauffeur d'autobus, un dentiste, un médecin, mais pas comme ce qu'on voit à l'Assemblée nationale en ce moment en France, c'est-à-dire vraiment une élite socio-professionnelle qui est en plus l'élite politique, qui est en plus très proche de l'élite financière et économique. Donc, pour moi, ce n'est pas représentatif dans le vrai sens du terme. Ils ont une prétention de parler au nom de la France, ou de parler au nom de la nation, ou parler au nom du peuple, ou même de parler au nom de certaines classes ou catégories, mais c'est une prétention. Dans ce cas, pourquoi nos dirigeants, ils ont choisi d'entrer, de promouvoir cette notion de fausse démocratie plutôt que de conserver et d'assumer des modèles qui étaient autrefois plus classiquement autoritaires? Oui, c'est une bonne question. Et on le sait qu'il y a eu des cycles. La France, vous êtes bien placé pour le savoir. Le 19e siècle, là, je perds le compte, mais il y a eu 3 restaurations de la monarchie, je pense, en France, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Il y a eu des empires avec des empereurs. Il y a eu même une période fasciste avec Vichy. Donc, vous avez vraiment, une histoire où il y a eu plusieurs variations, souvent avec la même fonction publique, la même armée, la même police, puis une partie non négligeable de politiciens qui restent en place par ailleurs, là, mais qui changent un peu de chapeau ou d'uniforme. Il y a eu des changements, il y a eu des transformations. Mais en fait, au début, c'est qu'en fait, ce modèle-là
a permis à cette élite que je vais appeler libérale, disons, qui était de profession libérale, de culture libérale, mais qui n'était pas de la noblesse héréditaire, de revendiquer le pouvoir politique. Donc, quand on sort du Moyen Âge, on est au 17... Ben là, on est plus qu'au sorti du Moyen Âge, mais on est encore dans des régimes monarchistes. La justification, la légitimité de l'exercice du pouvoir, c'est d'être d'une famille royale, d'une famille noble. Et je ne connais pas votre famille, mais vous, moi, en tout cas, ma famille n'est pas noble. Et donc, mes amis non plus. Et donc, même c'est des personnes très sympathiques. Et donc, tous ces gens-là n'avaient pas la possibilité de dire, moi, je veux participer au gouvernement. D'où la Révolution, d'où la République, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, que ce soit dans les Pays-Bas. En Angleterre, il y avait une révolution républicaine au XVIIe siècle. Ils avaient déjà décapité le roi 100 ans avant que ça se fasse en France. Après ça, il y a eu une restauration. Et donc, c'était ça leur motivation. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont pris comme modèle? Ils ont pris un modèle républicain inspiré de Rome, pas de Athènes, de Rome, de la Rome républicaine. C'est quand même un système qui reste hiérarchique parce que, par exemple, on pourrait imaginer, il faudrait y penser de manière organisationnelle, là, comment ça fonctionnerait, mais on pourrait imaginer une république sans président. Mais on a décidé quand même de changer le poste de roi par un poste de président, qui est quand même, comme vous le savez, en France, en tout cas, très puissant en principe. Là, en ce moment, Macron est un peu, sa puissance est, disons, un peu évanescente, disons, pour différentes raisons. Mais dans l'organigramme de la politique française, la présidence, c'est quelque chose de très fort. Mais c'est ça, c'est que ça leur a permis de décrocher le pouvoir, de s'emparer du pouvoir, de capter le pouvoir, en fait, qui était entre les mains de la monarchie, des monarques et des aristocrates, et de les prendre en tant que juristes, notaires, journalistes, médecins, tout ça, et sans participer à la famille noble. Et après ça, ces régimes politiques, libéraux, parlementaires, électoraux, appelons-les comme on veut, ont été inclusifs à la géométrie vraiment variable. On a pu avoir ces régimes-là en parallèle avec ou avec de l'esclavage. On a pu avoir ces régimes-là sans que les femmes puissent voter. On a pu avoir ces régimes-là avec des répressions assez fortes des mouvements sociaux, du mouvement ouvrier, entre autres, des lois contre les communistes, par exemple. Donc, c'est pas parce que vous avez un système libéral, électoral, parlementaire, que c'est la liberté pour tout le monde et que ces politiciens sont faibles en termes d'autorité. Je me fie, par exemple, à des écrits du mouvement afro-américain, par exemple, des années 50-60, donc des auteurs comme Angela Davis, le Black Panther Party, donc des groupes révolutionnaires afro-américains. Eux disaient, ils écrivaient des textes dans les années 60-70 qui résonnent encore aujourd'hui. Ils disaient « Les Blancs aux États-Unis pensent qu'ils vivent dans une société libre et libérale, mais nous, les Afro-Américains, ils n'avaient même pas le droit de vote dans plusieurs États. Là. Ils disent, nous, les Américains, nous vivons dans un système fasciste. Mais le système peut être à la fois fasciste pour une partie de la population et libéral pour l'autre, et ceux qui vivent dans la liberté ne sont pas conscients de l'autoritarisme de leur régime. » Vous écrivez aussi qu'on est dans une monarchie élective. Pourquoi? Alors, c'est fait écho à l'expression d'aristocratie élective que je vous ai dit. C'est un mot connexe, disons. Et quand on pense à la monarchie élective, évidemment, on pense à quelqu'un comme Macron. On pense à quelqu'un comme Trump. Et là, ça a d'autant plus de sens aux États-Unis qu'il y a même un mouvement No King, donc contre le roi. Et la figure du président dans un système républicain est tellement proche de la figure du monarque, à part évidemment qu'il est élu et pas héréditaire, que le premier président des États-Unis, qui était George Washington, qui avait été le commandant en chef de l'armée indépendantiste, qui était l'homme le plus riche des Amériques à l'époque, quand il a été élu premier président, ses partisans lui ont proposé de devenir roi, de créer en fait un statut de monarque pour le président des États-Unis, et lui avait refusé. D'ailleurs, il il gouvernait sans salaire même. Et il s'est retiré, et à partir de là, ça a continué. Mais oui, le président est une sorte de monarque élu. Il se pense souvent comme ça. Il se met en scène aussi souvent comme ça. Et puis, il peut y avoir des vraies dérives. On peut penser à Napoléon, par exemple. Alors, on parle aussi souvent du peuple, mais c'est quoi pour vous le peuple? Est-ce qu'il est vraiment homogène et identifiable? Oui, alors ça, c'est une question complexe. Une bonne question. Toutes les questions sont bonnes. J'en parle plus dans mon autre livre qui est... parce que là, ce dont on discute, c'est plus discuté dans mon livre « La démocratie, histoire politique d'un mot ». Il y a un livre qui suit, qui n'est pas la suite, c'est-à-dire c'est pas
c'est pas une série télévisée non plus, là, mais On va y venir après d'ailleurs, mais ouais. ouais, c'est, La peur du peuple. Donc dans La peur du peuple, je propose, 4-5 définitions qui sont pas nécessairement de moi d'ailleurs, du peuple, et donc il y a effectivement plusieurs manières de comprendre c'est quoi le peuple. Mais dans la notion de peuple, il y a quand même un peu cette idée qu'on parle quand même des classes plus populaires, ou en tout cas qu'on parle pas de l'élite. Quoique il y a une définition du peuple qui est simplement un synonyme de la nation ou de la population. C'est un autre mot pour dire le peuple français, la population française, la nation française. C'est plus ou moins des synonymes quand on utilise ce mot-là. Il y a une autre manière de concevoir, de définir la notion de peuple qui est les classes populaires. Donc, c'est beaucoup lié à l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste. Euh, le peuple, c'est les classes populaires. Donc, la haute bourgeoisie, l'élite intellectuelle, à la limite, l'élite politique, c'est pas le peuple. Et puis, il y a une notion que moi j'utilise qui est beaucoup moins courante, donc c'est peut-être moins clair quand je l'utilise, mais c'est inspiré d'une notion du Moyen Âge. Au Moyen Âge, on oublie cette histoire-là du Moyen Âge, mais il y avait des milliers de villages qui fonctionnaient par des assemblées d'habitants, 10, 12, 15 assemblées d'habitants par année pour gérer un peu toute leur vie quotidienne. Les moissons, la rénovation du puits, du moulin, embaucher l'enseignant, embaucher une sage-femme, embaucher un berger, organiser des fêtes, discuter d'échanges avec les autres villages, etc. Donc, c'était les assemblées d'habitants. Et à l'époque, on disait il suffit de 10 personnes pour faire un peuple. Et donc, en fait, quand on avait 10 personnes assemblées dans le lieu d'assemblée du village, l'assemblée était considérée comme légitime. C'est un peu la notion de quorum aujourd'hui. L'assemblée pouvait procéder. Et moi, j'ai un peu cette idée, c'est-à-dire le peuple, on le retrouve quand il y a des gens qui sont assemblés pour parler de leurs affaires communes, pour prendre des décisions ensemble et possiblement pour agir ensemble. Donc, pour le dire de façon plus précise peut-être, une assemblée de quartier, une assemblée citoyenne, une assemblée syndicale, un rassemblement, un rond-point de gilets jaunes, pour moi, c'est le peuple qui est là. Alors vous montrez que les élites ont peur du peuple, on va reparler, mais le peuple a aussi peur de lui-même, de façon assez Oui, assez paradoxale. La plupart des gens ont appris à s'en méfier. très bon point. Comment ça se manifeste et comment est-ce que vous l'expliquez? C'est plus difficile à expliquer qu'à décrire, mais il y a des pistes d'explication quand même. Donc, c'est cette idée que pour plusieurs d'entre nous, les gens en général, on a en fait une méfiance des autres, une méfiance du peuple, une méfiance de cette idée qu'on pourrait se gouverner. Et on entend souvent dire, par exemple, que oui, mais c'est parce que si les gens se gouvernent, ils vont prendre vraiment des décisions néfastes, dangereuses, chaotiques. Ils vont lyncher des gens, ils vont avoir des idées. Oui, c'est ça. Ils vont être intolérants, ils vont être violents, ou ça va être tout simplement le chaos. Ils vont être totalement inefficaces et incapables de gérer les affaires communes. Et c'est quelque chose qui est assez profondément ancré dans nos esprits. Et je pense qu'une des explications pourquoi c'est le cas, c'est qu'en fait, on ne nous raconte pas et on ne montre pas et on ne nous remet pas, ne nous présente pas au niveau culturel, dans les romans, dans les films, dans les séries télévisées, des exemples d'assemblées, des exemples de mouvements populaires, de gens qui discutent. On a des centaines, des milliers d'exemples de romans policiers, par exemple, des films de guerre, des films ou des romans sur le roi machin, le tel politicien célèbre, tel leader. C'est souvent, les événements historiques sont souvent représentés par un grand homme qui a comme mené le peuple à faire quelque chose d'extraordinaire. Mais le peuple, lui, il est un figurant, ou il est une sorte de masse indistincte, où ce sont des suiveux, des disciples. Euh, et donc, on est en déficit d'imagination et de compréhension de comment ça pourrait fonctionner autrement. Et on est en déficit de compréhension de notre propre potentiel politique collectif. Alors que l'histoire de l'humanité, c'est ce que j'essaie de montrer dans La peur du peuple, je donne quelques exemples. L'anthropologie nous montre ça, entre autres, l'histoire aussi, nous donne des exemples, là, un peu partout dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu cette manière de fonctionner qui était ce qu'on appelait généralement, par exemple, l'assemblée de village. Euh,
en Afrique. L'Afrique est un immense continent avec plein de traditions et d'expériences différentes, mais en Afrique, par exemple, vous avez cette fameuse expression, l'arbre à palabre. Ben, l'arbre à palabre, c'est une expression qui désigne quelque chose de réel, c'est-à-dire c'était les villages, et ça peut encore être les villages qui se rassemblent pour discuter de leurs affaires communes sans attendre la décision de Bamako ou de Abidjan ou de la capitale. Là. Ils peuvent prendre des décisions, ils ont fait ça pendant des milliers d'années. Là. On a vu aussi dans beaucoup de mouvements sociaux, je pense notamment aux Gilets jaunes, Oui, revenir à l'imaginaire de la Révolution française. oui. Alors, est-ce que 1789, c'était une révolution démocratique? Alors, en 1789, qui dure sur plusieurs années, hein, 1789, j'imagine que tout le monde le sait ici, puisqu'on est en France, on vous a, j'imagine, bien enseigné la Révolution française. Nous, au Québec, c'est quelques minutes ou quelques minutes dans nos cours d'histoire, parce que c'est pas notre histoire, la Révolution française, mais la Révolution française, donc, s'étend sur plusieurs années. Il y a plusieurs séquences avec une sorte de radicalisation des factions, comme vous le savez, avec des noms célèbres, les Jacobins, les Girondins. Tout le monde, à un moment donné, commence à se décapiter et à se guillotiner. Et ça finit par Napoléon et ça finit par un retour du roi. Mais effectivement, pendant la Révolution française, comme pendant la guerre d'indépendance américaine, mais encore plus fortement pendant la Révolution française, et un peu dans toutes les révolutions, en fait, vous avez ça aussi dans la Révolution bolchevique en Russie, par exemple, vous avez un courant que moi, j'appelle démocratique, c'est-à-dire, en fait, qui fonctionne par des assemblées. Il y avait un nom très spécifique en France, c'était les sections. Les sections, c'était des assemblées de quartiers. Donc, vous en aviez à Paris, mais vous en aviez à Marseille, vous en aviez à Lyon, vous en aviez dans presque toutes les villes. Et ces sections délibéraient ensemble, votaient des résolutions, prenaient des décisions, pouvaient se fédérer. Ça a d'ailleurs été une source d'angoisse et de répression, d'ailleurs, l'idée qu'il pouvait y avoir une fédération. Et donc, absolument, il y a eu un courant que je dirais démocratique et qui était d'ailleurs désigné comme tel, mais comme le mot était péjoratif, c'était pour le dénigrer. Je dis ça avec des pincettes parce que c'est peut-être une analogie un peu trop forte, mais c'était un peu l'équivalent d'anarchiste. Donc, en fait, les élites républicaines ont accusé quand les sections, quand les assemblées populaires allaient, selon leur point de vue, trop loin, entre autres en termes d'égalité économique, mais aussi de revendication de pouvoir prendre des décisions au niveau local. On disait, ah, ce sont des démocrates, ils sont dangereux. Mais au final, c'est pas eux qui l'ont emporté. Absolument pas, non. Ils l'ont non seulement pas emporté, mais ils ont été défaits, même des fois par les armes. Après ça, il y a eu des moments où il y a eu des alliances, évidemment. Il y a eu des membres de l'élite qui ont tiré profit, disons, et qui ont reçu l'appui de ces mouvements populaires dans les luttes très compliquées de la Révolution française. Mais à la fin, ils ont été neutralisés et même certaines de leurs personnalités les plus célèbres étaient emprisonnées, étaient guillotinées, en fait. Justement, on en avait parlé dans une chronique sur Lucide qu'on avait fait. On vous met le lien. On avait analysé ce qui s'était passé aussi à cette époque-là. Et il y a des choses très surprenantes que vous avez racontées au début. Je pense en particulier à l'abbé Sieyès, qui est un peu une figure qu'on apprend à l'école de la Oui, Révolution, et de voir ses propos où tu es tranquillement et expliquer non, mais la France, ce ne sera jamais une démocratie. Ou là, exactement. on veut surtout pas de ça. Et c'est amusant parce qu'à l'époque, c'était très clair. Et pareil aux États-Unis, il y avait un vrai débat sur non, la démocratie, ça ne marche pas. Nous, on veut faire un système représentatif qui ne sera absolument pas démocratique. Explicitement, hein, Ouais, les mots sont là, c'est pas une interprétation ou oui, paraphrasée. bien sûr, Il c'était dit ça parfaitement assumé, et quoi. il était loin d'être le seul. Bien sûr. C'était la tendance majoritaire. Absolument, Ouais, mais tout à aujourd'hui, fait. effectivement, ils n'oseraient plus dire ça. Ils disaient le contraire. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, ils disaient la vérité. Et en effet, le régime actuel n'est pas démocratique. Exactement. Et ils ne le veulent pas. Et j'ai envie de vous demander aussi, est-ce que les mots et les symboles, ça a tant de poids politique que ça par rapport aux réalités matérielles? C'est une très bonne question. Oui et non, mais en fait, c'est que leur utilisation peut venir justifier ou légitimer ou expliquer ou naturaliser d'une certaine manière des réalités matérielles. Donc moi, je suis un, un vieux post-marxiste, donc j'accorde une grande importance aux rapports de force économiques et aux luttes pour des intérêts économiques. Et j'ai tendance quand même encore à voir les sociétés comme des rapports de classe, des rapports euh, de lutte au niveau des intérêts matériels. Mais, euh, mais on est aussi des êtres humains qui vivons dans le symbolique, qui vivons dans le langage, qui vivons dans la représentation qu'on se fait de nous-mêmes et des autres et de la réalité. Et donc, à ce niveau-là, oui, les mots ont beaucoup d'importance. Et, euh,
Et je dirais même que les les intérêts économiques les plus puissants accordent beaucoup d'importance aux mots. Tout ce qui est les campagnes de marketing, que ce soit politique ou commerciaux, c'est des milliards de dollars. Et on nous vend des mots, on nous vend des images. Il y a tout on le sait, là, c'est tout à fait légal, là, c'est tout à fait légal de faire ça. Évidemment, il y a pas de complot, là, mais ils organisent des campagnes de marketing, des campagnes de marketing avec des focus groups dont ils testent des mots, ils testent des slogans, ils testent des représentations pour nous vendre telle voiture ou tel produit bancaire ou telle destination de voyage ou absolument. Et donc, évidemment, ça, l'objectif, c'est pas de faire de la poésie, là, c'est de faire de l'argent. Mais les mots sont importants. Si les mots n'étaient pas importants, les plus puissants du monde ne parleraient pas, alors qu'ils parlent tout le temps. Alors, on va rentrer un peu plus maintenant sur la partie agoraphobie, hein, sur la peur du peuple, que vous avez longuement travaillé dans votre remarquable ouvrage. Il y a beaucoup de critiques envers la démocratie réelle. Vous répondez à presque toutes dans votre travaux, donc j'aimerais qu'on prenne le temps de les développer, hein, puisque c'est forcément ce qu'on va entendre quand on va débattre, quand on va discuter. La première critique, c'est l'irrationalité qui va avec le caractère manipulable des foules, en tout cas, Oui. qui peut être prêté. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, alors ça, c'est ce que j'ai appelé l'agoraphobie. Donc, c'est la peur du peuple assemblé. Donc, à la limite, on peut dire, bon, les individus, quand ils sont chez eux ou dans leur travail, ils peuvent être plutôt rationnels sur leurs décisions, sur leurs actions, mais mettons-les ensemble pour parler de politique, et là, ils deviennent irrationnels, ils deviennent happés par leurs émotions, donc manipulables par les démagogues, par les beaux parleurs, et ils vont simplement défendre leurs intérêts émotionnels, affectifs, et donc ça va créer une sorte de guerre civile larvée ou réelle. Et donc ça, c'est l'agoraphobie. Et à cela, je rétorque, je réplique que en fait, c'est une conception du monde à l'envers, parce qu'en fait, on nous dit, en raison de ça, il nous faut donc une élite qui nous gouverne. Et apparemment, l'élite qui nous gouverne, elle serait rationnelle, pas du tout émotive, pas du tout factieuse, et elle serait toujours là pour notre bien. Et moi, je dis, ben, si en fait on pense en termes de qui est rationnel et qui est émotif, moi, mon point de vue, c'est qu'en fait, pour prendre le pouvoir dans un pays comme la France ou les États-Unis ou le Canada, il y a une expression en français qui résume très bien ce processus, c'est la soif du pouvoir. Il faut mettre énormément d'énergie, de passion, d'émotion. Il faut vraiment aimer le pouvoir. Et je le dis presque respectueusement pour nos politiciens que d'habitude je ne respecte pas beaucoup, mais ils consacrent une somme considérable de leur temps, de leur énergie et même de leur vie pour arriver, ils sont plusieurs concurrents là, pour arriver où ils arrivent. Et on le voit là, vous les voyez, les politiciens en France qui manœuvrent, qui se positionnent, qui font des alliances, qui serrent des mains, qui invitent celui-là, qui se font inviter là, qui refusent l'invitation. C'est des années, des années, des années de... C'est rationnel dans le sens, il y a des calculs rationnels, mais c'est pas la raison politique dans le sens, on réfléchit au bien commun, on est au-dessus de la mêlée, on n'est pas dans l'affect. Ils sont dans l'affect, ils sont assoiffés de ce pouvoir-là. Et évidemment, notre élite, si on nous dit il faut se méfier des démagogues et des beaux parleurs, mais en fait, le système électoral est par définition le système des beaux parleurs. Pour être élu, il faut avoir des discours électoraux, et les discours électoraux, c'est le monde de la belle parole, dans le sens, évidemment, les promesses, on flatte le peuple, et donc le système électoral ne nous prémunit pas du tout contre la démagogie et les démagogues. Au contraire, il l'institutionnalise, même avec des compagnies de marketing maintenant qui prémâchent en fait les bons mots pour les politiciens. Et finalement, l'enjeu des factions, donc on dit, oui, mais si le peuple s'assemble, comme il est pas raisonnable, il ne pense pas au bien commun, mais il pense simplement à ses intérêts sectoriels, on va avoir les cordonniers d'un côté qui vont se battre contre les menuisiers, qui vont se battre contre les femmes, qui vont se battre contre les hommes, qui vont se battre, les campagnes vont se battre contre les villes, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand on a un système électoral, on a nécessairement une division systémique, institutionnelle. On a les gouvernants et on a les gouvernés.
Et les gouvernants n'ont pas les mêmes intérêts que les gouvernés, c'est impossible. Ils sont en fait même souvent des intérêts qui sont non seulement opposés mais contradictoires et vice-versa. Et donc, en fait, simplement en ayant un système électoral, on crée deux classes, on crée une caste, une aristocratie sélective qui gouverne la grande majorité et donc ça divise la société. Justement, on en arrive, vous l'avez rapidement évoqué, à une autre critique, récurrente qui dit que, oui, mais le peuple, finalement, il est très polarisé et très divisé. Il est composé de personnes qui ont des intérêts, très différents, Oui. voire totalement antagonistes. Dans un monde très violent comme est le nôtre et comme il le devient de plus en plus, est-ce que c'est pas un gros obstacle à la démocratie? Ben, c'est sûr que, premièrement, une chose, c'est que le système électoral, il est par définition divisé puisqu'il y a des partis. Et évidemment, si les politiciens n'étaient pas divisés, ils travaillaient tous ensemble dans un même grand parti fraternel et humaniste et pour le bien commun, ben, on sauverait beaucoup de temps, on sauverait beaucoup d'argent, on sauverait beaucoup de crises. Mais non, en fait, ils sont tous en concurrence et en compétition. Et ils prétendent eux-mêmes, d'ailleurs, représenter différents intérêts contradictoires et opposés de la société. Donc, en fait, le système électoral, d'une certaine manière, il accentue ou il joue ou il fabrique des divisions dans la population. Et c'est comme ça qu'il carbure. Après ça, oui, c'est sûr que nos sociétés pluralistes, elles sont, par définition, plurielles. Il y a des clivages, il y a des différences d'intérêts. Et puis, en plus, parce que là, on parle beaucoup de politique, de démocratie, mais il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde libéral, donc capitaliste. Et dans un monde capitaliste, par définition, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a des riches et des pauvres. Et ça, c'est une contradiction et un conflit d'intérêts qui est fondamental. Et c'est, je le répète, pour ça que les riches ont peur de la démocratie. Et donc, oui, c'est sûr que si demain matin, par magie, euh, les institutions représentatives, dites représentatives, électorales, parlementaires disparaissaient et la France, par exemple, ou le Canada ou les États-Unis pourraient se retrouver dans un système d'une fédération d'assemblées autogérées de démocratie directe, possiblement que les riches passeraient un mauvais quart d'heure. Et est-ce que la lutte des classes ou d'autres rapports de domination ne vont pas faire capoter des expériences de démocratie directe, puisqu'au final, c'est les rapports de force qui risquent de prendre le pas sur le compromis? Oui, absolument. Et en fait, il n'y a pas eu tant d'expériences à grande échelle réalisées. Et les expériences à grande échelle n'ont pas été vaincues par leur propre inaptitude à fonctionner. Donc, ce n'est pas une implosion de ces expériences, elles ont été vaincues par des forces extérieures. Donc, je vais vous donner deux exemples rapidement. Je ne peux pas m'étendre trop longtemps parce que il y a trop de détails à donner, ça serait trop laborieux, mais deux exemples différents où on a eu, sur l'ensemble d'un pays, disons, ou dans une grande région, on a eu des organisations de ce que j'appelle démocratie directe, autogestion, commune anarchiste, appelez ça comme vous voulez. Il y a la révolution bolchevique, donc on est en Russie 1917, 18, 19, 20, c'est les fameux soviets, donc les conseils ouvriers. Il y avait des conseils de quartier, il y avait des conseils étudiants, il y avait des conseils des femmes, il y avait beaucoup cette culture des conseils, cette pratique des conseils. Là, c'est pas le capitalisme qui les a détruits, c'est le parti bolchevique. Donc, Lénine voulait le pouvoir pour lui. Il a évidemment eu des bons mots, le pouvoir aux soviets, le pouvoir aux soviets, le pouvoir soviet. Ah ben non, il n'y a plus de soviets. En fait, les bolcheviks ont pris le contrôle et les soviets deviennent des conseils factices. En fait, ils n'ont plus de pouvoir et les bolcheviks se sont assis dessus pour instaurer leur système totalitaire. L'autre, donc, je raconte très rapidement, évidemment, il y aurait plein de nuances à faire. L'autre exemple, c'est l'Espagne dans les années 30, tentative de coup d'État des colonels, Franco entre autres, guerre civile, division de l'Espagne, et pendant cette guerre civile, on évalue à peu près 1,5 million, 2 millions d'anarchistes espagnols à l'époque, sans compter des communistes, sans compter des trotskistes et toute la bande. Et donc, en fait, ils libèrent des villages, et donc ils fonctionnent en autogestion, des fois pendant des mois, de longs mois. Ils autogèrent aussi en partie la ville de Barcelone, et dans ce cas-là aussi, là, ils sont vaincus par une alliance. Là, c'est pas les bolcheviks, quoique une histoire avec les staliniens, mais c'est trop compliqué à expliquer ici, mais c'est une alliance, disons, une sorte de militaire crypto-fasciste, des groupes fascistes comme la Phalange, les forces catholiques et évidemment la bourgeoisie espagnole qui s'allient et qui les écrase. Et donc, quand on essaye de faire ça à grande échelle, c'est très difficile, mais je dirais même à petite échelle, et là, évidemment, on n'est pas dans
la grande histoire de la Révolution russe ou de la Révolution espagnole, mais je donne des exemples comme en France, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? On a, par exemple, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est tout petit, hein, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ils ne se sont pas emparés de la moitié de la France, là, Notre-Dame-des-Landes, là. Mais c'est de l'autogestion, c'est de la démocratie directe, ils fonctionnent ensemble, etc. Moi, ce que j'ai vu de loin du Canada, c'est que les élites françaises n'étaient pas très contentes contre Notre-Dame-des-Landes. Ils ont mis beaucoup d'énergie et de puissance pour essayer d'écraser cette expérience-là. Après, il y a une critique aussi qui n'est pas cette fois de principe, mais qui est plutôt sur l'aspect pratique de la démocratie. Comment est-ce qu'on peut faire délibérer le peuple à l'échelle nationale, puisque les expériences de démocratie directe, souvent citées comme des réussites, eh bien, ça concerne souvent des petits groupes. Oui, Comment est-ce que ça peut marcher avec des millions de personnes? oui, ça c'est une question difficile. C'est pas pour esquiver la question, mais je vais commencer par un pas de côté. Mais rassurez-vous, je vais revenir à la question, mais je vais quand même faire un pas de côté. Parce qu'en fait, l'argument de l'échelle démographique et géographique, donc grands espaces et grande population, on ne peut pas rentrer le peuple de France dans le stade de France pour prendre des décisions, c'est un vrai problème. Mais ce qu'on constate, c'est que la logique électorale, elle est appliquée même dans des espaces où, en fait, on pourrait tout à fait s'en passer, où il n'y a absolument pas d'enjeu d'échelle et de démographie. Je vais donner un exemple très, très précis, c'est les écoles. Les écoles, vous avez des classes, 20, 25 élèves, ils passent 8 mois par année, ils se connaissent, ils vivent la même expérience, ils ont les mêmes enjeux. Et qu'est-ce qu'on leur organise? Des élections de conseils d'élèves. On leur apprend, on les forme à voter pour des conseils d'élèves qui n'ont pas vraiment de pouvoir, c'est factice en fait, c'est contrôlé par un adulte de toute façon. Ils vont décider d'organiser la fête de Noël ou ramasser les déchets au printemps ou des choses comme ça. Mais on s'entend que ce n'est pas un vrai parlement d'élèves. Alors qu'évidemment, dans une école, dans n'importe quelle classe, on pourrait imaginer, disons, le dernier vendredi de chaque mois, on donne une demi-heure, 1 heure et demie à la classe pour faire une assemblée, discuter des choses qui préoccupent les élèves. En plus, ça leur apprendrait à discuter, à échanger, à écouter les autres, à développer des arguments. Pas besoin d'élire des délégués dans une école, c'est absurde. Là, ils sont quelques dizaines ou centaines. Là. Donc, ça, c'était mon pas de côté, simplement pour vous dire que l'argument que vous avancez, qui est une vraie question, quand on voit comment on fonctionne aussi, on se dit, oui, mais on veut tellement pas la démocratie directe que même là où elle devrait être possible, on ne l'applique pas. Donc, maintenant, je reviens aux grands ensembles. Donc, ma réponse va sans doute vous décevoir. J'ai pas de réponse. Parce que je pense qu'en fait, si on basculait dans un monde où on fonctionnerait vraiment de manière démocratique, on n'aurait probablement plus les pays comme on les connaît aujourd'hui. On n'aurait probablement plus les structures comme on les connaît aujourd'hui. Ce serait probablement une autre division du territoire et de la population. Il y aurait ce serait peut-être au niveau des municipalités avec des fédérations régionales, mais là, je spécule et j'invente. Hein, je n'ai pas de plan là, caché dans un tiroir qui explique exactement comment réorganiser la France, là. Mais nécessairement, ça ne serait pas organisé de la même façon. Et surtout, ça serait non seulement décentralisé, mais vraiment le lieu de pouvoir serait vraiment descendu au niveau local. On pourrait imaginer dans les communes ou les municipalités. C'est comme ça qu'on arriverait à faire participer la population à prendre des décisions, ce qui n'empêcherait pas des alliances ou des fédérations ou des échanges entre les régions. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas demain matin. Alors toujours dans l'aspect pratique aussi, ce qu'on entend, c'est que les gens, ils n'ont pas forcément le temps ou qu'ils n'ont Oui, pas forcément les compétences oui, techniques pour s'occuper des affaires complexes ou courantes de l'État. oui. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faudrait vraiment déléguer? Oui, alors ça, c'est encore des bonnes questions. Première chose, sur l'expertise, les politiciens qui nous gouvernent ne sont experts que d'une chose, c'est de prendre le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Après ça, peut-être que tel politicien est par ailleurs médecin, ou par ailleurs un ancien journaliste, ou par ailleurs un ancien banquier, tiens, par exemple. Mais bon, c'est ça, son expertise. Ouais, Il la n'est pas... qualité de gestion de l'ancien banquier en Oui, France, bon, ben on voilà. a vu, c'était pas... bon. Mais il n'est pas expert de la pédagogie, il n'est pas expert de l'écologie, il n'est pas expert de la santé, il n'est pas expert du trafic aérien, il n'est pas expert des égouts, il n'est pas... Bref, il est expert de quoi? De pas grand-chose. Et donc, en fait, tout comme les politiciens, si on a des assemblées citoyennes, des assemblées du peuple, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y a des moments
où des experts sur tel ou tel sujet viennent parler à l'Assemblée, présenter différents points de vue sur la santé, sur l'éducation des jeunes, sur la faune. Il y a des problèmes avec les sangliers, ben, il y aurait des gens qui viendraient parler, oui, ben, nous on pense que les sangliers, etc., etc. Et donc le peuple recevrait ces informations-là, réfléchirait, discuterait, comme ça se passe à l'Assemblée nationale, mais sans les enjeux des partis. Et donc ça, la question de l'expertise, c'est pas, selon moi, un enjeu si problématique que ça. Et quand on laisse les gens s'exprimer, quand on laisse les gens participer, quand on laisse les gens discuter, ben, les gens, ils ont leurs connaissances, ils ont leurs informations, et ensemble, en parlant ensemble, généralement, on devient aussi plus intelligent et plus connaissant qu'en restant tout seul. Et c'est pas nécessairement en faisant de la politique partisane qu'on le devient, parce que dans la politique partisane, on est justement au service d'un parti, avec l'idéologie du parti, le programme du parti qu'on doit répéter, qu'on doit défendre. Mais si vous êtes dans une assemblée populaire et vous discutez ensemble, moi, ça m'est arrivé régulièrement, par exemple, dans des assemblées, par mon travail, je suis membre d'un syndicat, donc je me retrouve dans des assemblées syndicales. J'arrive à l'assemblée syndicale avec telle idée sur tel point à l'ordre du jour, et à force d'écouter les collègues parler de ceci, cela, de préciser ça, d'apporter ça, je sors de là et en fait, mon idée a été transformée. Je ne suis pas sorti avec la même idée. J'ai compris des choses que je n'avais pas compris en arrivant là. Donc, on a une intelligence collective aussi. Et est-ce que c'est pas compliqué, dans une époque où, des décennies d'un néolibéralisme de plus en plus, débridé et sauvage a produit des individus qui sont de plus en plus atomisés, qui Ouais. sont de plus en plus consommateurs, qui sont de plus en plus individualistes? Est-ce que c'est pas compliqué, de gouverner, collectivement dans un cadre qui serait véritablement démocratique? Oui, ça, le capitalisme et le néolibéralisme, deux phénomènes. Vous venez de le mentionner, c'est un encouragement très, très fort à ne penser qu'à nos intérêts individuels en termes de coûts-bénéfices. Et donc ça, évidemment, ça favorise pas du tout un esprit de décision collective. On se voit aussi comme des concurrents, ce qui est tout à fait malsain. Et évidemment, la place de l'argent et du travail, ou à l'inverse, de la difficulté de vivre en raison du coût de la vie, du logement, de l'alimentation, des transports, etc., fait qu'on consacre tellement de temps au travail. Et en fait, les gens, en 2025, en moyenne, consacrent beaucoup plus d'heures de leur vie, de leur journée, de leur semaine, de leur vie, beaucoup plus de temps au travail que des paysans au Moyen Âge, par exemple. Les paysans au Moyen Âge avaient beaucoup plus de temps libre que quelqu'un qui, je sais pas, une caissière chez Carrefour qui fait 40 heures et qui, à la fin, n'a pas un très gros salaire en plus. Et Donc c'est peut-être 2 heures de transport en plus, en mmh. plus, oui, parce qu'en fait, le paysan au Moyen Âge, ben, il sortait de chez lui, puis il était déjà sur son lieu de travail. Ou l'artisan aussi, il y avait des artisans au Moyen Âge. Bon. Et troisième élément qui est très important, c'est que comme notre vie, notre environnement est privatisé, c'est-à-dire on n'a pas grand-chose en commun. Je donne souvent comme exemple que dans les grandes villes, on peut passer notre vie à vivre dans un immeuble où on ne connaît même pas nos voisins de palier, en fait, parce qu'on n'a rien en commun. C'est-à-dire, on a l'espace commun on ne veut pas que celui-là laisse sa bicyclette ou ses poubelles, mais je veux dire, ça ne nous appartient pas. Ça appartient au propriétaire de l'immeuble. La rue appartient à la ville. Le trottoir appartient à la ville. Et donc, qu'est-ce qu'on a à gérer en commun? Pourquoi on s'assemblerait pour discuter de tout ça? Ça ne nous appartient pas. Et donc, pour ces trois raisons-là, individualisme, contrainte du temps qui est lié à tout le temps qu'on consacre au travail, donc la fatigue aussi, qu'on arrive le soir, pas passer 2 heures en assemblée alors que je suis brûlé. Et de toute façon, je vais passer du temps en assemblée pour parler de quoi, puisque les choses ne m'appartiennent même pas et on ne peut même pas en discuter ensemble. Donc, tout ça, évidemment, nuit totalement à la possibilité d'avoir ce que j'appelle de la démocratie. Mais ce qu'on voit, c'est que la population, le peuple, pour revenir à cette expression-là, quand elle se sent interpellée, quand elle se sent en crise, quand elle se sent menacée, quand il y a un moment de crispation, c'est là où les gens trouvent le temps et l'énergie. Ils sont même appelés, d'une certaine manière, à se mobiliser collectivement. Et je reviens encore à l'exemple des Gilets jaunes, parce que c'est un exemple vraiment très parlant à ce sujet-là. Mais on a eu d'autres exemples dans l'histoire récente. Je peux parler aussi, je vais très rapidement, 2008-2009, crise financière aux États-Unis. Les gens ont vraiment des graves problèmes financiers aux États-Unis. Ça crée ce qu'on a appelé le mouvement Occupy, donc les fameuses
campements en bas de Wall Street. Puis après ça, dans des centaines de villes aux États-Unis, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour parler du capitalisme, de la vie ensemble, de l'environnement, des médias, de la politique. Ils ont créé des nouveaux médias, ils ont créé des mobilisations, ils ont manifesté, ils ont fait des rassemblements comme un peu à la manière des Gilets jaunes, si on peut dire ça comme ça. Et donc, il y a ces moments-là où là, les gens sentent qu'il se passe quelque chose d'important. On est hors de la vie quotidienne, si je peux dire ça comme ça, et là, on prend le temps. Et j'ai envie de vous demander aussi, pourquoi est-ce qu'une démocratie directe, eh bien, ce serait mieux qu'un système représentatif qui aurait, imaginons, soit un mandat impératif, Oui, soit des RIC révocatoires ou des RIC normaux. Ce oui. serait quoi l'avantage? Alors, moi, donc, je défends, comme vous avez compris, la démocratie directe, mais je distingue deux formes de défense. Et donc, moi, je défends la démocratie directe comme étant un processus de prise de décision ou un processus de participation politique qui est plus légitime, c'est-à-dire c'est plus juste, c'est plus légitime, c'est plus inclusif, c'est plus égalitaire. Mais je reste conscient que tout système politique, tout système de prise de décision peut arriver à une décision avec laquelle moi, je ne serai pas d'accord et une décision que je considérerais néfaste ou dangereuse ou problématique. Et donc, je ne dis pas que parce que c'est le peuple, par exemple, qui décide, on va nécessairement avoir des décisions qui, elles, sont des bonnes décisions. Mais le processus aurait été plus juste, plus légitime, parce qu'on aurait laissé les gens prendre leurs décisions par eux-mêmes et par elles-mêmes. Par ailleurs, nos systèmes électoraux, nos systèmes parlementaires qui prétendent en fait nous donner une élite beaucoup plus éclairée, je ne sais pas quelle lecture vous faites de l'histoire du 20e siècle, mais il y a eu quand même des petits pépins en termes de décision. Ils n'ont pas toujours pris des super bonnes décisions et il y a certaines décisions qui ont entraîné des millions de morts en fait. Donc, quand on met ça dans la balance, qui prend les meilleures ou qui prend les moins bonnes décisions, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, moi, je considère que c'est plus légitime quand c'est la population qui prend des décisions. Ensuite, vous avez évoqué des procédures d'aménagement, des procédures, disons, plus participatives pour un système électoral ou un système parlementaire. Peut-être dire en 2 secondes, le mandat impératif, ce serait en fait que les gens qui sont élus sont délégués pour porter une décision précise et ne peuvent pas prendre des décisions indépendamment de ce qu'on leur a demandé de faire. C'est l'idée d'un mandat. Et donc, ils se retrouvent dans une assemblée de délégués, mais cette assemblée de délégués n'est pas souveraine. Elle ne peut pas décider de prendre n'importe quelle décision. S'ils ont tel mandat, et s'ils n'arrivent pas à faire passer le mandat dans leur assemblée de délégués, ils reviennent au niveau local pour en parler. Donc ça, c'est une manière de contrôle qui a été pas mal discutée d'ailleurs et battue comme idée pendant la Révolution française. Il y avait des gens pendant la Révolution française qui proposaient le mandat impératif. Vous avez parlé aussi de la révocation, de ce qu'on appelle en anglais le recall, la révocation. Ça aussi, c'est une idée qui circule, des fois même à droite d'ailleurs, des partis plus à droite qui disent le peuple n'est pas écouté par nos élites, donc en fait, il faudrait que les députés puissent être révoqués si en fait une partie de la circonscription électorale le demande. Et donc là, c'est un système de pétition. Il faut avoir par exemple 10 ou 20 des personnes inscrites sur les listes électorales qui demandent que le député soit révoqué, puis là, il peut avoir un nouveau vote. Donc ça, c'est effectivement des manières de rendre, disons, le système électoral plus participatif, plus inclusif. Il y a aussi le principe des audiences publiques, par exemple, où les gens peuvent aller présenter des idées ou des propositions. On se réfère aussi souvent à la démocratie athénienne comme exemple de vraie démocratie, mais est-ce que ça fonctionnait vraiment si bien que ça? Alors, la démocratie athénienne, il y a 2 problèmes avec la démocratie athénienne. Ben, il y a plusieurs problèmes avec la démocratie athénienne, mais il y a 2-3 problèmes. Mais par rapport au processus de prise de décision, comme je viens de dire, là, on est dans un processus où les personnes qui ont le statut de citoyen, donc on sait évidemment les femmes, les esclaves, les étrangers et les enfants ne l'avaient pas, mais les personnes qui ont le statut de citoyen, ils prennent leurs décisions pour eux-mêmes, ensemble, dans des assemblées du peuple, et ils actent leurs décisions. Par exemple, on vote pour faire la guerre et envahir telle cité, parce que Athènes était un peuple de guerriers conquérants, et s'ils votent de faire la guerre, ben, c'est eux qui partent faire la guerre. Et donc, c'est eux qui tuent et c'est eux qui se font tuer. Et ça a fonctionné pendant des centaines d'années, donc on peut dire que ça a fonctionné. Il y a pas de... Après ça, à un moment donné, ça a arrêté de fonctionner, mais le temps que ça a fonctionné, ça fonctionnait.
Et cela dit, Athènes, on accorde tellement d'importance dans notre culture actuelle, aujourd'hui, y compris dans notre enseignement à l'école, au modèle athénien et à la référence athénienne, qu'on oublie cette réalité que ce ne sont pas les Grecs qui ont inventé la démocratie à Athènes, que cette pratique de démocratie, comme je l'ai mentionné, ça se pratiquait un peu partout dans l'humanité, dans l'histoire du monde. Et moi, je mentionne souvent l'exemple de là où je viens, donc le Québec, l'Amérique du Nord, la côte est d'Amérique du Nord, qui a été colonisée par la France au début, ça s'appelait la Nouvelle-France. Et les Jésuites, par exemple, ou les colonisateurs, il y avait un consensus pour dire qu'en fait, les peuples, les Premières Nations, donc les Wendat, les Abénakis, les Inuits, les Ojibwe et les autres, en fait, ils fonctionnaient par des assemblées populaires. Et donc, c'était pas des Grecs, là, c'était des Autochtones. Et souvent, leur démocratie était plus intéressante que la démocratie athénienne. Les femmes participaient souvent, les jeunes participaient, c'était plus inclusif, mais comme ils n'ont pas laissé d'écrit, c'est les jésuites qui ont écrit sur ces pratiques-là, donc on n'a pas ce prestige qui est associé à Athènes avec les pièces de théâtre, la philosophie, Platon et les ruines, mais on a ce type de pratique à bien des endroits, en fait. Et est-ce que vous avez d'autres exemples finalement de vraies démocraties dont on pourrait s'inspirer? Ben, aujourd'hui, de toute façon, il y en a un peu partout, comme je mentionne les syndicats, on mentionne les associations étudiantes, les groupes de femmes, les groupes citoyens. Ça, ils pratiquent la démocratie directe. Puis si je veux donner d'autres expériences historiques, je vais en donner peut-être un dernier exemple en Afrique. Chez les Igbo au Nigeria, donc la nation Igbo était sous domination anglaise au début du 20e siècle. C'était un protectorat anglais colonialiste. Et il y avait des assemblées, chez les Igbo, il y avait une tradition d'assemblée mixte. Il y avait les hommes et les femmes, mais en plus, les femmes avaient leur propre assemblée. Et en 1929, elles ont entendu la rumeur, en fait, que l'administrateur anglais voulait imposer de nouvelles taxes à des produits commerciaux des femmes. Et elles ont convoqué leur assemblée de femmes. Elles se sont par milliers mobilisées pour aller manifester devant les bâtiments de l'administration coloniale anglaise. Et en réaction, les soldats anglais ont tiré à la mitrailleuse et ont tué des dizaines de femmes. Ils ont appelé ça la guerre des femmes. Et ensuite, ils ont interdit aux femmes de s'assembler. Vous opérez aussi de distinction entre ce que vous appelez le démos et la plèbe. Quelle est la différence? Alors, le démos, c'est des termes grecs. Donc, le démos, c'est donc démocratie, démos kratos, donc le pouvoir du peuple. Donc, quand je parle de démos, c'est quand le peuple est assemblé à l'agora. Mais il arrive, donc, dans l'exemple que je viens de donner avec les femmes Igbo, que quand le peuple s'assemble, il décide d'agir. Et des fois, la manière dont il agit, c'est par des manifestations, voire même par des émeutes. C'est d'ailleurs pour ça que l'élite n'aime pas quand le peuple s'assemble. Il y a des règlements contre les attroupements illégaux, même. Et là, j'utilise le terme la plèbe pour parler du peuple, mais du peuple dans la rue. Donc, disons, le démos, c'est le peuple à l'agora qui délibère, et la plèbe, c'est le même peuple, mais sous forme de quand il prend la rue. Alors, si la démocratie est véritablement applicable, encore faut-il qu'on arrive à l'imposer. Donc, on voit que, moins qu'on puisse dire, c'est pas simple, puisque vous rappelez dans vos travaux, vous venez de le faire aussi, que toutes les tentatives ont toujours été très sévèrement réprimées, violemment. Vous avez quelques exemples? De répression? Ben, évidemment, on peut tout de suite penser en fait, en France, on a beaucoup d'exemples de répression. On a les exemples récents, donc on a évoqué les zones à défendre de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. On a évoqué, donc ça c'est plus démos et plèbe. On a évoqué les Gilets jaunes, donc c'est aussi démos et plèbe, puisqu'il y avait comme des rassemblements et des assemblées citoyennes sur les places. Mais dans l'histoire de la France, on peut remonter à un événement beaucoup plus tragique, catastrophique même, qui est la fameuse Commune de Paris. Donc, la Commune de Paris, il y avait quand même un corps élu. Les quartiers de Paris ont quand même élu un corps électoral, mais il y avait aussi des assemblées de quartier, il y avait aussi des pratiques démocratiques, y compris dans les lieux de travail. Et on sait ce que les républicains français ont fait, le pouvoir républicain français a fait. Il a envoyé les troupes et on évalue à 20 000 à 30 000 communards et communardes
assassiné par les républicains français qui disaient: «Non, non, en France, ça ne va pas fonctionner comme ça». Les médias, jouent aussi un rôle, très, très fort, puisqu'on voit qu'ils caricaturent, qu'ils déforment tout. Oui. Est-ce que la démocratie est possible avec des médias qui, sont, bah, comme c'est le cas aujourd'hui, vendus aux puissances dominantes? Bon, 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 les gros mots là, c'est pas gentil ça. On n'est pas très gentil tout Pauvre, le temps. pauvre, pauvre Vincent Bolloré. En fait, les médias, depuis au moins 150 ans dans nos sociétés libérales, jouent des rôles politiques importants. Et historiquement, en France, aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, il y avait un ensemble incroyable de journaux. Il y avait des journaux de diverses tendances. Et d'une certaine manière, plus les générations ont passé et plus le caractère, disons, monopolistique de convergence des médias a joué. Il y a toujours eu des personnes très riches qui ont été propriétaires de médias, des millionnaires. Maintenant, c'est des milliardaires et des multimilliardaires. C'est totalement légal. Ils s'achètent. Vincent Bolloré est évidemment, c'est un des 10 hommes les plus riches de France, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, s'il n'est pas un des 10 plus riches, il n'est pas loin. Euh, il ne cache pas ses opinions politiques. Il les dit explicitement. Et, et évidemment, les forces d'opposition, les forces contestatrices ou les voix alternatives ont aussi des espaces de diffusion, ici par exemple, ou ailleurs, où il y a des... Évidemment, avec les médias sociaux, maintenant, ça démocratise d'une certaine manière la parole publique, mais ces grands médias ont encore une force de frappe incroyablement puissante. Ils s'en vantent même, ils veulent l'accentuer. Et comme je dis souvent à la blague, mais c'est pas très drôle, à mes amis, j'ai dit, le problème des anticapitalistes, c'est qu'ils sont pauvres. Et donc, et les multimilliardaires, ben, ils sont riches et ils s'achètent des journaux. Et qu'est-ce qu'ils défendent? Ben, évidemment, ils ne défendent pas l'anticapitalisme, les multimilliardaires. Ils ne défendent pas le pouvoir du peuple. Ils défendent ce que Vincent Bolloré défend. Et il joue aussi à diviser Vincent Bolloré et ses polémistes qu'il paye, ses news, tout ça. Bon, c'est des gens qui travaillent à la division du peuple. Il y a des catégories du peuple qui sont menaçantes. Il faut protéger le vrai peuple français contre telle autre catégorie. Il y a les bons à rien, il y a les personnes, etc. Donc, c'est pas du tout une force démocratique, pas du tout. On critique aussi souvent la foule en lui reprochant ses émotions, et comme on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, la manipulation, des émotions est au cœur des propagandes. Hem, Qu'est-ce que vous pensez de la place des émotions en politique? La place des émotions, elle est pas seulement importante en politique, elle est évidemment importante dans la vie. On est des êtres humains, on n'est pas juste des êtres de raison, on est des êtres d'émotion. Et donc, c'est tout à fait normal, c'est pas un vice, c'est pas un défaut d'aborder les enjeux politiques avec nos émotions et nos affects. C'est une manière de comprendre, de saisir et d'appréhender la réalité, aussi les émotions. Euh, et, et évidemment, on peut manipuler les émotions, mais on peut aussi manipuler la raison avec des faux raisonnements, avec des syllogismes, avec des... donc ça, c'est des éléments qui composent la nature humaine. On peut pas vivre hors des émotions et hors de l'émotion. Ça fait partie de... Et moi, souvent, pas souvent, mais ce que je dis, c'est l'action politique, ou la politique, pas la politique, les élections, là, mais la politique au sens, disons, plus noble de l'agir collectif. Je dis, c'est comme un arrimage entre nos émotions et notre raison qui se traduit par une sorte de volonté. Volonté que la vie, volonté que la société, volonté que les choses fonctionnent comme ceci ou comme cela. Alors comment est-ce que le peuple délibérant, pourrait reprendre le pouvoir, face aux grandes puissances, économiques et financières? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport de force extrêmement déséquilibré? Est-ce que le système qui a été créé, depuis 40 ans, finalement, ne nous piège pas? Oui, mais ça, il faut agir là où on est et il faut agir avec les gens avec qui on est en interaction. Et je répète souvent qu'en fait, de la démocratie, il y en a partout. Elle existe en ce moment, on se parle, il y en a autour de nous. À la limite, même nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'une certaine manière, sans vouloir être trop prétentieux, un exercice démocratique aussi. On parle de politique ensemble. Il y a des gens qui, j'imagine, nous écoutent. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous, évidemment. Mais ça participe de la grande délibération publique, si je peux dire ça comme ça. Ça ne fait pas toujours bouger les lignes,
Ça ne change pas évidemment radicalement la société. Vous l'avez dit, il y a des forces extrêmement puissantes qui sont en jeu et ces forces ne vont pas s'effondrer simplement parce que quelqu'un va avoir une bonne idée. Là, c'est pas la politique, ça fonctionne pas comme ça. Si c'était les bonnes idées qui définissaient le monde, on le saurait depuis longtemps et on n'aurait pas le monde dans lequel on vit, évidemment. Et donc, en fait, euh, même si nos pays et même la planète est sous la puissance de forces extrêmement euh, mortifères, dangereuses, euh, il y a beaucoup, il y a, je dirais, beaucoup plus d'espace de liberté qu'on le pense et qui sont réels, qui sont en activité maintenant. Alors, je voudrais terminer cette interview sur une question à laquelle vous avez consacré un livre, c'est la question du vote. On présente souvent le vote comme la consécration de la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, mon petit livre s'appelle, pour faire un peu de publicité, Nous n'irons plus aux urnes, et il y a un sous-titre qui s'appelle Plaidoyer pour l'abstention, ce qui est une manière de répondre un peu à la question ce que je pense du vote. Un de mes collègues politologues au Québec m'avait dit que c'était très dangereux de prôner l'abstention. Et moi, je lui avais dit c'est très dangereux de voter. Et, parce qu'on voit ce que ça donne. Et, donc moi, je suis probablement influencé en grande partie par mon père, parce que mon père est un passé d'abstentionniste. Ma mère est quelqu'un qui vote fièrement. Mais au fil des élections, j'en suis venu à adopter la position abstentionniste. Je me suis même fait rayer officiellement des listes électorales pour éviter toute rechute. Et oui, et donc moi, je participe pas aux élections. Je pense que dans la mesure de mes moyens, et je me fais pas d'illusions sur l'impact que ça a, mais j'essaie d'être actif politiquement euh, plutôt au niveau local, dans les endroits où je suis, dans les institutions que je suis, avec les gens que je côtoie. C'est là que j'essaie de faire de la politique. Et je dis pas que ça a un impact démesuré sur la société, mais assurément, un vote n'a pas d'impact sur la société. Donc, et la plupart de mes amis qui votent, votent pour des partis politiques qui ont jamais gagné. Et je pense que mes amis, un jour, vont mourir sans jamais avoir voté pour un parti qui va avoir gagné ses élections. Mais ça, c'est le constat, mais qu'est-ce qu'on répond à ceux qui vous disent justement que le vote, c'est la consécration, ce qu'il peut y avoir de mieux en termes démocratiques? Ah, ben, c'est certainement pas ce qu'il peut y avoir de mieux, puisque si on prend le vote pour ce qu'il prétend être, c'est de se décharger de sa responsabilité politique en disant, avec le symbole le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire un X où on coche une case en disant occupe-toi de mes affaires. Toi, tu vas t'occuper de mes affaires, de nos affaires communes. Toi, le politicien X, Y, Z, là. Et donc, je vois pas en quoi c'est très, très démocratique et je vois pas en quoi c'est très intéressant. C'est une sorte d'auto-démission ou d'auto-soumission au pouvoir. Après ça, il faut pas déduire de ça que je pense que tous les partis sont pareils et tous les partis se valent. C'est pas ce que je dis. Je suis bien conscient qu'il y a des partis qui, disons, font plus écho à certaines de mes valeurs ou de mes idéaux ou de mes espoirs. Mais cette idée même de voter pour se donner des dirigeants ou des gouvernants, ça me semble plutôt bizarre, pour être poli. Vous l'avez un peu dit aussi, on culpabilise beaucoup les abstentionnistes, qu'on présente comme des gens dépolitisés. Oui. Hem, Qu'est-ce que vous pensez déjà de cet argument et qu'est-ce que vous pensez aussi, parce que c'est pas non plus complètement faux, de la dépolitisation de la société? Oui, alors effectivement, en fait, même plus que ça, je dirais, j'ai quand même pas mal creusé là, les discours publics au sujet des abstentionnistes. Et en fait, même au niveau des spécialistes, des sondeurs, des journalistes, des commentateurs politiques, des professeurs mes collègues de sciences politiques spécialistes du comportement électoral et des élections, mais aussi dans des repas de famille, par exemple, ou entre amis, l'abstentionniste, c'est une sorte d'élément pathogène. C'est presque un péché pour parler comme les catholiques. Être abstentionniste, c'est une mauvaise action. C'est irresponsable, c'est moralement, c'est une faute morale. Et ça peut même être assez agressif. Et ce que j'entends quand des électoralistes tiennent ce type de discours-là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression des fois de les entendre et de me dire, mais ils essayent
de se prouver à elles-mêmes leur propre grandeur et leur propre respectabilité et leur propre sainteté en allant voter. Mais on peut là encore renverser l'argument parce qu'en fait, les études sociologiques montrent que bien souvent, les gens votent un peu mécaniquement. Les gens votent en n'ayant pas nécessairement pris tellement de temps pour réfléchir à qui ils allaient voter. Ils votent par habitude. On sait que dans des familles, on vote de génération en génération pour le même parti. Et donc, le fait de voter ou de s'abstenir n'est pas pour moi ce qui distingue les personnes qui ont une plus grande conscience politique ou réflexion politique ou intelligence politique. Évidemment, on peut être abstentionniste et être ignorant de la politique et ne pas s'intéresser à la politique et ne pas se sentir responsable du bien commun ou des affaires communes. Mais je pense qu'on peut être des électoralistes qui n'ont pas une pensée nécessairement super fascinante au niveau de la politique. Et par ailleurs, il y a des études qui montrent qu'il y a bien des abstentionnistes qui sont par ailleurs, comme moi, je ne veux pas me vanter, là, je ne suis pas un héros, mais je fais rien de particulièrement glorieux, mais qui sont aussi engagés dans leur société de différentes manières, simplement qu'ils ne vont pas voter. Et on a souvent dit et on souligne souvent le fait que les catégories les plus pauvres votent moins, ce qui est un fait objectif, en disant c'est parce qu'elles sont marginalisées, elles sont aliénées, elles sont, d'une certaine manière désinstitutionnalisées du système, et en les ramenant, en fait, on va les ramener vers le vote. Et on voit que on dit que c'est un problème, que c'est un problème chez les pauvres. Or, des enquêtes terrain chez les pauvres nous révèlent que, en fait, bien des pauvres expliquent très candidement pourquoi ils votent pas. Ils disent parce qu'il n'y a jamais rien pour nous. Pourquoi on voterait? Pourquoi on s'intéresserait à ça? Pourquoi on mettrait nos espoirs dans tel ou tel politicien? Les élections, ça donne toujours la même chose. Nous, on est toujours dans la même misère. On ne s'occupe pas de nous. Et en fait, c'est pas parce qu'on est ignorant, marginaux, désorganisés qu'on vote pas. C'est parce qu'on est arrivé à la conclusion que ça servait à rien. Et à l'inverse, il y a plein de gens de bonne famille, bien socialisés, bien éduqués, qui votent. C'est ce que les sondages et la sociologie nous montrent. Mais c'est la preuve surtout de oui, du fait qu'ils sont totalement intégrés au système. Ils y croient au système parce que ce qu'ils voient à l'Assemblée nationale, c'est des gens qui leur ressemblent. Et donc, évidemment, ils ont l'impression que le système fonctionne. C'est leur système. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Oui, alors, bon, il y aurait évidemment plusieurs idées ou plusieurs choix, mais j'ai envie comme je suis un professeur, c'est pas très original, mais j'ai envie de proposer une lecture, un livre qui se lit vraiment bien, qui est connu quand même par quelques personnes, mais qui mériterait être connu de manière beaucoup plus large, qui est en fait le livre d'un vieil anarchiste mort depuis longtemps, qui s'appelle Pierre Kropotkin, qui est un géographe et qui est considéré comme un des militants et un des penseurs classiques de l'anarchisme. Et parmi tous ses textes et ses livres, il a écrit au début du 20e siècle un livre qui est vraiment intéressant qui s'appelle L'entraide, facteur d'évolution. Et à l'époque, il était en discussion avec d'autres académiciens. Lui, il avait une formation de géographe, c'est un scientifique, au sujet du darwinisme social, de la concurrence. On a beaucoup parlé de cette question de la concurrence. Le néolibéralisme nous met en concurrence. On pense qu'on est des individus en lutte contre les autres. Il faut se défendre, il faut se méfier, il faut avancer nous-mêmes tout seuls, etc. C'est la lutte du plus fort, la lutte de tous contre tous. C'est la victoire du plus fort, et ce serait ça qui ferait avancer les sociétés, les espèces humaines. Et donc, Kropotkin lui arrive avec une conception totalement différente, en se basant sur l'observation des animaux, des espèces animales. Il commence par ça, puis après ça, il va faire un retour dans l'histoire humaine, et il voit en fait que les espèces animales, même dans des contextes très difficiles et hostiles comme la Sibérie, celles qui vivent le mieux, qui s'en tirent le mieux, c'est celles qui collaborent, qui coopèrent. C'est l'entraide. Et donc, en fait, les loups entre eux, les reines entre elles, entre eux et entre elles, je ne sais plus si c'est féminin ou masculin, les oiseaux qui migrent, on voit les vols d'oiseaux là, lors des grandes périodes de migration. C'est par l'entraide, en fait, qu'elles favorisent leur survie individuelle et collective en tant qu'espèce.
Et il dit, ça, c'est quelque chose qui est malheureusement trop souvent oublié. Et il ramène ça à l'expérience humaine, anthropologique et historique. Et dans son livre L'Entraide, il nous donne un grand nombre d'exemples d'entraide, de communautés, d'expériences humaines, d'expériences sociales, d'expériences historiques d'entraide. Et il explique que pour l'Europe, le principe et le mode d'organisation fondé sur l'entraide va être fortement attaqué à la sortie du Moyen Âge et au début de ce qu'on appelle la modernité par deux forces concomitantes et alliées, qui est le développement du capitalisme, on en a parlé ici, et le développement de l'État moderne. L'État moderne et le capitalisme alliés, ensemble, vont détruire les structures d'entraide de nos sociétés pour arriver justement à cet individu isolé qui, tout seul, pense en fait que pour son bien, il doit avoir de l'argent pour aller acheter des choses tout seul. Et si ça va vraiment mal, ben peut-être qu'il va avoir un peu d'aide de l'État pour sa santé ou pour son éducation, mais les gens autour de lui, il n'en a pas besoin. Et si quelqu'un à côté de lui, son voisin ou quelqu'un sur la rue est en train de mourir de faim, ou est blessé, ou est en crise grave, il s'en occupe pas. C'est pas à lui de s'en occuper. Et donc, l'esprit de l'entraide comme facteur d'évolution a été comme dissous. Et c'est une des leçons intéressantes et une des lectures très intéressantes de Pierre Kropotkin, L'Entraide.